Bonjour à toi, le médiateur. Bonjour à toi, la dirigeante. Bonjour à toi, l'étudiant. Bonjour à toi, le boulanger. Bonjour à toi, le responsable ressources humaines. Bonjour à toi, la médiateur professionnel. Bonjour à toi, le consultant. Bonjour à toi, l'humain. Parce que la médiation professionnelle, c'est l'humain, la personne, au cœur de l'entente et de l'entente sociale. La thématique qui nous rassemble maintenant, c'est la médiation de la consommation. Une loi visant à désengorger les tribunaux et à rééquilibrer une relation commerciale considérée asymétrique par le législateur. Le consommateur supposé en situation de faiblesse et infantilisé, et un professionnel dont l'inclinaison pour le profit serait un péché capital, le professionnel lui aussi infantilisé. Alors me direz-vous que vient faire la médiation professionnelle, son paradigme de l'entente et de l'entente sociale dans cette histoire? Eh bien justement, l'encadrement juridique de la médiation de la consommation n'empêche pas la pratique éthique. En donnant à chacun les moyens d'une libre décision, la médiation professionnelle participe de la relation commerciale de qualité et au-delà des relations interpersonnelles en altérité. Mais revenons un peu en arrière avec Edith sur l'historique de cette loi. Alors, l'historique en fait de cette loi en médiation de la conso, en fait, il faut revenir aussi au droit de la consommation et sa naissance. Parce que c'est très important pour comprendre l'esprit de la loi et l'esprit du législateur en matière de consommation. Alors, à l'identique que le droit du travail, il est apparu fin du 19e, début du 20e, pour protéger principalement la masse salariale. Et là, on a, de la même façon, la protection du consommateur que l'on a voulu, comme tu le disais, comme étant la partie faible du contrat. La notion même de protection du consommateur, pour la petite histoire, déjà apparaissait donc dans les lois. Et Platon, dans les lois, faisait référence à une profession quelque peu curieuse qui s'appelait les agoranomes. Les agoranomes, en fait, c'est simplement les lointains ancêtres des inspecteurs et contrôleurs de la DGCCRF, c'est-à-dire la Direction générale de concurrence, consommation, répression des fraudes. Et donc, les agoranomes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, ils donc créaient déjà des lois pour protéger le consommateur et, entre autres, interdisaient à tout vendeur de quitter la ville quand ils avaient fait une transaction, quitter la ville dans un délai de 10 jours. Donc déjà, on était dans une certaine restriction. Et puis ensuite, il y a eu Rome, donc avec la loi des 12 tables, instituait donc une obligation de loyauté, une obligation d'information et une garantie de vice caché. Ensuite, petit à petit, on progresse rapidement dans l'histoire et on se retrouve au Moyen-Âge. Et au Moyen-Âge, eh bien, on va voir à ce moment-là donc des adages qui vont sortir, et notamment l'un qui est très révélateur, qui dit que la marchandise devrait être si loyale que nul ne soit déçu par ses vices. Tout un programme. Et puis, petit à petit, on a eu l'avènement de l'ère de la libre concurrence. Et la libre concurrence a institué un principe, un sacro-saint principe, qui était en fait le principe de l'autonomie, de la volonté des parties. Et oui, le droit laissait les parties libres de décider ce qu'elles souhaitaient dans le cadre du contrat. Donc, principe donc, de l'autonomie, de la volonté des parties. C'est un mot qui choque peut-être aujourd'hui, dans une notion dans la thématique de la liberté, mais on avait donc à cette époque de la libre concurrence. Et simplement, un juriste renommé de cette époque, qui s'appelait Gounod, donc indiquait « La seule tâche du droit est d'assurer l'égalité des libertés en présence ». Des libertés en présence, vous avez bien entendu. Et plus encore, Gounod disait que tout contrat libre est un contrat juste, quel que soit le contenu. Là, ça aurait été bien si finalement on restait à ce principe, on était resté à ça. Eh bien,
petit à petit, finalement, le droit de la consommation est apparu. Alors pourquoi? Parce qu'il y a eu l'ère industrielle, et puis il y a eu donc un grand boom commercial. Jérôme, tu connais Marguerite Bouskino? Boussicot. Pas du tout. Alors, Marguerite Boussicot, et pas moi, je pense son mari, Aristide. Non, ça ne te dit rien. Eh bien, en définitive, ce sont ceux qui ont créé, je dirais, l'un des temples de la mode parisienne, qui est le Bon Marché. Et surtout, ce sont eux qui ont institué, au début du XXe siècle, les premières ventes par correspondance. Et à partir de là, eh bien, petit à petit, le droit de la consommation est venu apparaître. Garantie de vice caché, problème en matière de vente par correspondance, et est apparu, et surtout sur l'impulsion de l'Europe, le droit de la consommation. Le droit de la consommation, pour tout vous dire aujourd'hui, eh bien, c'est un code de la consommation. Un code de la consommation qui est un véritable pavé à l'identique que le code civil. Et nul n'est censé ignorer la loi. Exactement. Donc, vous devez apprendre par cœur tous les textes en matière de code de la consommation. Bon courage, comme dit Jérôme. Donc, ce code de la consommation, c'est pas moins de 8 livres, pas moins de 2712 pages. Et sachant que le code de la consommation, principalement, est fait de règles, dirait le juriste, de règles d'ordre public, c'est-à-dire des règles qui sont applicables, on ne peut pas déroger à ces règles. Elles s'imposent directement parce qu'on ne peut pas y déroger, même par une clause que l'on se voudrait en autonomie de la volonté des parties. Eh bien non, on ne peut pas déroger à ces dispositions. Alors, ça peut paraître quelque chose. Alors, vous voyez qu'on est passé du principe de l'autonomie, de la volonté des parties, à aujourd'hui, tout est loi, tout est droit, tout est interdit, tout est obligation. Et voilà où on en est aujourd'hui dans le code de la consommation et le droit de la consommation. Bien, la médiation de la conso a suivi, bien évidemment. On a voulu instituer donc un droit aux consommateurs, hein, parce qu'aujourd'hui, on peut se demander qui est véritablement aujourd'hui la partie la plus blâmée, la plus faible, sachant qu'il y a des associations puissantes de consommateurs, sachant qu'il y a quand même des administrations donc qui peuvent justement même faire, aux côtés des tribunaux, des rappels à la loi, administrer des sanctions à ceux qui ne respectent pas le droit de la consommation. Eh bien, là, on a donc aujourd'hui une médiation de la conso qui s'impose à tout professionnel qui doit mettre en place un dispositif de médiation au profit de l'ensemble des consommateurs dits faibles. Donc, oui, qui est la partie faible aujourd'hui? C'est peut-être celui qui, malheureusement, supporte beaucoup plus et toujours et encore des obligations. Alors, voilà, c'est une obligation aujourd'hui légale, ce dispositif. Alors, le législateur en a trouvé une opportunité parce que pour lui, c'était répondre à une masse de contentieux qui était de plus en plus exponentielle, des petits litiges. Alors, ça pouvait être de développement de pellicules, photos. Hein. Il y a eu énormément de contentieux à ce niveau-là, vous imaginez. Pour 3 photos mal développées, ça faisait un contentieux. Ça pouvait être la machine à laver défectueuse, ça pouvait être aussi le cafard qu'on pouvait trouver dans une soupe style Liebig en cube. Voilà, donc, mais petits litiges. Donc, et à partir de ces petits litiges, eh bien, on a voulu, au niveau des professionnels, réagir. Donc, ils ont fait des services après-vente. Hein. Ils ont même fait des médiateurs, instituer des services de médiation. Est-ce que ça ne vient pas justement entre le service après-vente et les médiateurs? Est-ce que ça ne vient pas se confronter, se remplacer? Non, parce que tu nous expliqueras que peut-être il y a un distinguo à faire. Il y a une certaine indépendance quand même qui reste. Pour plus tard, je te remercie. Voilà. Hein. Mais voilà, donc si vous voulez, petit contentieux. Alors, le législateur s'est dit, puisqu'il y a des services après-vente, puisque certains professionnels ont mis en place des services de médiation, notamment dans les agences de voyage, par exemple, hein, ça a été institué dans ce contexte, eh bien, à partir de là, pourquoi pas obliger tout professionnel à mettre en place un dispositif de médiation de la conso. Alors, moi, j'allais dire, c'est une opportunité, certes, pour le législateur,
mais une opportunité aussi peut-être pour les parties, eh bien, de retrouver cette autonomie de leur volonté. Nous, médiateurs professionnels, on dirait c'est une opportunité finalement de restaurer, de réinstaurer l'entente sociale entre les parties et pouvoir, dans le cadre d'un micro-conflit ou d'un gros conflit, eh bien, finalement, de retrouver l'entente et de pouvoir librement construire un véritable projet de résolution de conflit. Voilà. On vient en soutien finalement de la qualité de la relation commerciale entre un vendeur et un acheteur, entre deux personnes donc. Tout à fait. Alors peut-être on pourrait développer pour nos auditeurs qu'est-ce qu'est ce processus de médiation, hein. Peut-être on pourrait s'asseoir d'ailleurs pour en discuter, hein, quand même. C'est beaucoup plus cool d'envisager les choses assises. Hein, je vois que tout le monde, Jean-Louis, bouge, etc. Nous, on a voulu un petit peu bouger pour être un peu plus à l'aise aujourd'hui devant la caméra. Donc, Jérôme, tu pourrais nous dire un petit peu quels sont les textes qui s'appliquent et puis comment se met en place ce processus. Bien sûr. Alors, la médiation de la consommation, c'est… Alors, je vais parler juriste, même si je ne le suis pas. C'est une transposition… On a fait inversion des rôles. C'est vrai, c'est marrant ça. On a fait une transposition c'est une transposition d'une directive européenne qui date de 2013 et qui institue le fait que toutes les entreprises qui vendent des biens ou des services à des particuliers ont l'obligation de mettre à disposition du consommateur, gratuitement pour le consommateur, un médiateur de la consommation qui serait validé par la CECMC. La CECMC, peut-être faut-il que j'en dise deux mots histoire de comprendre ce que c'est. C'est mis en place par l'État, c'est la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation. En fait, ils servent à valider la bonne pratique des médiateurs et à vérifier que le médiateur de la consommation se moule dans l'encadrement juridique de manière à respecter la loi. Ce qui n'empêche pas, comme je le disais tout à l'heure, que la pratique soit éthique et que donc le médiateur professionnel puisse intervenir avec des outils qui permettent la bonne qualité relationnelle. Donc ça, c'est la transposition de 2013 qui a été faite en 2015, en fait, avec application au 1er janvier 2016, avec la mise en place de cette CECMC. Alors, les objectifs déclarés, c'était permettre aux consommateurs une autre voie que la justice, dans le contexte d'explosion du recours à la justice. Et parallèlement, d'ailleurs, il y a eu ce que tu disais hier dans l'atelier médiation en lien avec la profession juridique pour les litiges de moins de 5 000 euros, avec le passage obligé devant un médiateur avant de pouvoir aller devant le juge. Donc, ça répond aussi à ce contexte-là. C'est un service gratuit pour le consommateur. C'est un service gratuit pour le consommateur. Cependant, c'est là où en fait le droit il est même pas opposable, c'est-à-dire que la personne peut demander une médiation, mais le professionnel peut la refuser aussi. Donc l'obligation pour le professionnel, c'est de mettre à disposition le médiateur, pas forcément d'aller en médiation. Ce qui aujourd'hui est un peu particulier puisqu'on dit qu'on offre un droit complémentaire au consommateur, mais qui dans les faits peut ne pas être opposable. Dans les faits, effectivement, tu en as parlé, et c'est là où on a fait l'inversion entre le juriste et le médiateur, même si tu es médiateur professionnel aussi. C'est le fait de dire que finalement, effectivement, dans les faits, le médiateur de la consommation et surtout le médiateur professionnel est là pour venir en soutien à la relation commerciale et venir surtout en soutien à la bonne qualité, à la qualité relationnelle entre les personnes. C'est bien de cela dont il est question et c'est toute la thématique du symposium de cette année, c'est la personne au cœur de l'entente et de l'entente sociale. Donc les principes de base, je vous l'ai dit, c'est gratuit pour le consommateur. Donc ce que tu dis, Jérôme, en fait, il faut retenir donc gratuité, service gratuit pour le consommateur. Oui. Donc c'est un droit à la médiation, en fait, qui a été institué au bénéfice du consommateur et parallèlement une obligation pour le professionnel de mettre en place ce dispositif de médiation à la disposition du consommateur. Droit, obligation, ça c'est sacro-saint principe juridique. Et il y a le troisième qui sont les sanctions.
Et la sanction. Alors, la sanction, parfois, ça fait mal. Hein. C'est entre 3 000 et 15 000 euros pour un professionnel qui n'aurait pas mis à disposition et communiqué de manière effective sur le médiateur de la consommation qu'il a nommé. Alors, dans les faits, jusqu'à maintenant, je ne dirais pas que ça va se réaliser tout le temps, jusqu'à maintenant, les contrôles, ils laissent quand même un certain délai aux professionnels pour se mettre en conformité. Je ne peux pas vous garantir que ce délai il perdure dans le temps. On va dire ça comme ça. Il y a eu quand même quelques contrôles. Il y a eu beaucoup de contrôles et en général, il laisse entre 15 jours et un mois pour se mettre en conformité, ce qui est largement suffisant pour pouvoir trouver un médiateur. On va voir plus tard comment et à quel prix. Et quand on est en société, c'est 15 000 euros. C'est ça. 3 000 euros, c'est pour des entrepreneurs individuels plus particulièrement. Et 15 000 euros, c'est pour des sociétés un peu plus importantes. Donc, ce n'est pas neutre. C'est pas neutre. Donc, même d'ailleurs, une société unipersonnelle ou une société… Là, on est sous société. Donc, ça serait 15 000 euros d'amende. Oui, alors là, je n'ai pas les critères objectifs qu'ils utilisent pour pouvoir définir le montant de la sanction qu'ils vont appliquer. Structure juridique. Structure juridique, oui, mais j'étais à Limoges, parler avec des artisans et avec la Chambre des métiers et ils nous disaient que celle qui s'occupait de vérifier ces aspects-là mettait systématiquement, enfin faisait craindre systématiquement une amende de 3 500 euros, quel que soit le statut. Donc, il y a encore quelques applications. On voit qu'il y a interprétation, voilà. C'est ça, il y a le droit et son interprétation. Alors, que dit le Code de la consommation? Il y a quand même des litiges, des cas où la médiation de la consommation ne s'applique pas. Alors, on l'a dit, c'était entre un vendeur professionnel donc, et un consommateur. Donc, les litiges entre professionnels ne sont pas pris en compte. Les réclamations portées par le consommateur auprès du service client non plus. C'est-à-dire que si un consommateur nous contacte, nous, en tant que médiateur de la consommation, sans avoir au préalable parlé, échangé, contacté le service après-vente, eh bien, on est obligé de le renvoyer vers le professionnel de manière à ce qu'il enclenche cette première procédure dans la résolution possible d'un litige. Ça ne s'applique pas non plus aux négociations directes entre le commerçant ou le consommateur et le professionnel. Alors là, c'est un peu plus flou, parce qu'on voit que ce n'est pas le service après-vente, mais ce n'est pas les négociations directes. Bien souvent, c'est la même chose. Les entreprises n'ont pas toutes un service après-vente. Alors, il y a un aspect aussi sur lequel ça ne prend pas la médiation de la consommation, c'est sur les tentatives de conciliation ou de médiation ordonnées par un juge. Vous voyez qu'il y a des solutions, des situations où la personne va aller en justice et le juge va dire à la personne d'abord contacter un médiateur judiciaire qui va intervenir sur le domaine de la consommation. Et là, le médiateur de la consommation ne peut plus intervenir du tout. Et le professionnel, ce que je disais tout à l'heure, c'est un droit asymétrique, c'est que le professionnel, s'il a des difficultés avec son consommateur, ne peut pas saisir le médiateur de la consommation. C'est un peu des aspects sur lesquels on essaie de faire évoluer un peu les choses, puisque pour que ce soit un droit, il faut que ce soit effectif et il faut que ce soit bilatéral. Réciprocité. La réciprocité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a des situations dans lesquelles ce n'est pas adapté ou ce n'est pas possible. C'est les services d'intérêt général non économique, les services de santé et les prestataires de l'enseignement public supérieur. Alors peut-être que tu avais des questions? Non, simplement comment… peut-être des questions, oui, sur le pratico-pratique. Hein, donc là, c'est bien les textes. On voit qu'il y a des interprétations, déjà, hein, parce que, bien évidemment, le législateur, il n'est jamais trop précis dans ses terminologies. Donc, c'est toujours sujet, quand on est en pratique des lois, de les interpréter pour pouvoir répondre à la situation qui se présente en pratique. Mais ces informations pratico-pratiques, déjà, c'est comment, finalement, moi, je suis professionnelle, comment je dois informer, finalement, mes clients. Voilà la première question que je pourrais te poser. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Où? Quand? Comment? Beaucoup de questions déjà qui se posent. Le professionnel, il a l'obligation d'informer le consommateur sur ses documents contractuels. Ça peut être un bon de commande, ça peut être un devis, une facture ou les conditions générales de vente s'il les fournit en même temps que le devis ou la facture.
Donc, en fait, tout document contractuel. Voilà, le législateur a prévu ou tout document approprié. C'est ce qui reste quand même aussi très vague et qui met les professionnels parfois en difficulté de savoir sur quels documents ils doivent les mettre. Bon, s'il y a des conditions générales de vente, c'est beaucoup plus simple. On sait qu'on va le mettre juste avant le recours en justice avec le… Donc, dans le doute, tout document. Dans le doute, tout document. Ça, c'est pour la partie presque papier. En général, c'est sur ces aspects-là. Il y a aussi la communication sur le site Internet. Là aussi, s'il y a des conditions générales de vente, c'est facile, on les met une fois dans les conditions générales de vente et on peut les republier sur le site Internet puisqu'on a l'obligation aussi de mettre les conditions générales de vente sur son site. Ça, c'est dans la communication de premier niveau, je dirais, d'information. Le professionnel a aussi l'obligation de communiquer les coordonnées du médiateur quand il y a un litige, qu'il a été saisi par le consommateur d'une insatisfaction et qui n'a pas réussi à traiter le litige, il doit à ce moment-là redonner ces informations au consommateur insatisfait. Et les informations qu'il doit communiquer, c'est assez simple, c'est le nom du médiateur de la consommation. Alors, le médiateur de la consommation, ce n'est pas forcément une personne physique, ça peut être aussi une personne morale, comme la société médiation professionnelle, par exemple. Et c'est donc ce nom-là que le professionnel communique, ainsi que le site Internet et également l'adresse physique pour ceux qui auraient plus de difficultés avec l'informatique, et prenant en compte ainsi la fracture numérique que nous rencontrons encore aujourd'hui. Et en magasin aussi, j'oubliais ça, en magasin, il doit y avoir une petite affichette qui stipule le nom du médiateur de la consommation avec ses adresses physiques et le site Internet. Et pour des agents immobiliers, parce que nous avons signé des conventions de médiation de la conso avec notamment le GNIMO. Donc, il y a un affichage qui doit être fait aussi, peut-être en vitrine, peut-être sur les bureaux de chaque agent immobilier, peut-être sur des annonces qu'ils font. Alors ça, c'est laissé à la libre appréciation en fait, des agences. Effectivement, il y a un visuel que l'on communique aux professionnels et qui sont libres de mettre en A4, en A3 ou peut-être en plus petit sur la vitrine ou sur le bureau, peut-être sur un chevalet. Mais effectivement, il faut que ça apparaisse dans le lieu où on reçoit finalement un consommateur ou un particulier. Donc le juriste dirait qu'il faut que l'information soit parfaite vis-à-vis du consommateur. Visible et lisible, dirait le médiateur. Donc, parfait au niveau de où et comment. Alors après, deuxième question qui peut venir chez nos auditeurs, c'est finalement comment trouver un médiateur de la consommation? Est-ce que finalement tout médiateur peut être considéré comme des médiateurs de la consommation? Et puis quels sont leurs tarifs aussi? Je vais faire les questions l'une après l'autre. Ça fait une double question là. C'est même une triple. Je vais commencer par comment trouver un médiateur. C'est vrai que les professionnels sont un peu perdus puisque l'information ne leur est pas arrivée pour la plupart, pour une raison ou pour une autre, quelle qu'elle soit. Et donc, ils se retrouvent confrontés à « j'ai l'obligation d'en choisir un, mais où est-ce que je vais le chercher et comment je peux être sûr que c'est un médiateur de la consommation ?» Il y a un site Internet mis en place par le gouvernement qui liste l'ensemble des médiateurs de la consommation validés par la CECMC, la Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation. Donc, sur cette liste-là, vous trouverez tous les médiateurs qui sont référencés. Il y a des médiateurs qui sont plus sur un seul secteur d'activité. Et il y a des médiateurs qui sont sur une seule entreprise, le médiateur de la caisse d'épargne, par exemple. Et puis, il y a des médiateurs généralistes, comme l'est la médiation professionnelle. Alors, généraliste, pourquoi? Tout simplement parce que, quel que soit le litige, quelle que soit la difficulté relationnelle, les outils, l'ingénierie relationnelle répondent à toutes ces problématiques-là. C'est juste qu'on fait rentrer notre pratique dans un cadre juridique qui est commun à tous les médiateurs de la consommation. S'agissant des compétences, c'était la deuxième partie de ta question, me semble-t-il. Tout à fait, oui. La compétence du médiateur de la consommation. Il y a peut-être un petit contrôle d'ailleurs qui est fait de la CECMC. Exactement. La CECMC demande à ce que le médiateur ait suivi une double formation. C'est une formation en médiation, à tout le moins, et aussi une initiation au droit de la consommation, puisque ce n'est pas non plus des juristes, mais il faut qu'ils aient une connaissance du cadre juridique dans lequel ils interviennent, évidemment.
D'ailleurs, à ce propos, il y a, au niveau de la SMP, il y a des formations qui sont peut-être l'école, possibles. le PMN propose des formations, effectivement, pour devenir médiateur de la consommation, soit pour des personnes qui sont déjà médiateurs par ailleurs, soit pour des personnes qui simplement sont dans la consommation parce qu'ils ont une pratique du service après-vente peut-être et qui souhaitent professionnaliser de leurs interventions et être validés par la commission. Et pour cette formation, il suffit de prendre contact avec le PMN pour la formation qui s'appelle CAPEM-C, le certificat d'aptitude à la pratique de la médiation de la consommation. J'en parlerai peut-être un peu cet après-midi. Disons qu'il y a tous les modules nécessaires pour être médiateur de la consommation et se faire valider par la CECMC selon les critères que la CECMC a définis. D'accord. Et à quel prix alors, d'après toi? Le prix pour la formation? La prix pour la formation, ça se tuera cet après-midi, mais pour un consommateur, on va dire un professionnel, donc, qui recherche un médiateur de la consommation, il y a peut-être différents tarifs. C'est peut-être une question pour lui en termes de… C'est l'une de ses premières questions, en fait. Voilà. Combien je vais devoir encore payer? C'est ça. Une obligation, et donc je vais devoir payer. Et là, étant donné que les médiateurs sont des médiateurs indépendants, ce sont des sociétés la plupart du temps, il y a parfois des associations, les prix sont libres. Et donc, chaque médiateur a des éléments qui lui permettent d'affiner le montant de l'abonnement, de l'adhésion à ce service. Et la société médiation professionnelle a mis quelque chose en place d'assez simple. C'est-à-dire que pour les entreprises de moins d'1 an, parce qu'on est là aussi pour être créateur d'entente et de permettre la création d'activités, les entreprises de moins d'1 an bénéficient d'un abonnement à tarif fortement réduit puisque c'est 15 € hors taxe par an. Pour le reste des entreprises, on a une plage en fait d'abonnements qui varie entre 15 € hors taxe par an jusqu'à à peu près 1 000 € hors taxe par an en fonction de l'entreprise. Puisque vous avez des artisans qui sont monocytes avec des chiffres d'affaires qui ne sont pas très élevés, même s'ils en vivent très bien, il peut y avoir aussi des situations plus complexes. Et puis, il y a des entreprises multisites avec de nombreux établissements, donc avec une augmentation potentielle des contacts entre le client et l'entreprise, et donc des risques de dégradation relationnelle plus importantes. Et puis, il y a un autre aspect qu'on prend en compte aussi, c'est évidemment le chiffre d'affaires, mais qui donne une idée en fait de la taille aussi de l'entreprise. Et donc ça, si vous voulez vraiment un tarif précis, ce n'est pas la peine de poser la question sur la discussion. Vous allez sur le site médiateur-consommation-smp.fr et à ce moment-là, je vous répondrai ou l'un des médiateurs de la société médiation professionnelle vous répondra plus particulièrement. Donc, en tout état de cause, ce qu'il faut retenir, c'est que la tarification de la SMP est modulable, s'adapte à tous les besoins et donc les moyens de quelle que soit la société ou le professionnel qui la sollicite. Bien sûr, on s'adapte à la réalité de l'entreprise. Alors ça, c'est le coût d'adhésion, mais il y a aussi les médiations. Oui. Parce que là aussi, le professionnel se dit, d'accord, il y a l'abonnement, mais après, il y a peut-être autre chose à payer. Là, il faut revenir sur les propositions commerciales qui sont faites de la part des médiateurs de la consommation. Certains médiateurs incluent un nombre forfaitaire de médiations. Nous n'avons pas fait ce choix-là, parce qu'il ne faut pas imaginer qu'il y a une démultiplication des demandes de médiation par la mise à disposition d'un médiateur. Ce n'est pas vrai. Dans les faits, il y a très peu de médiation et très peu de médiation recevables. On en reparlera après. Donc, on a fait le choix de ne pas intégrer de médiation, de coûts de médiation dans les abonnements. Et donc, les médiations sont payées à l'acte à 150 € hors taxe, la médiation chez nous. D'accord. Alors après, je suis professionnel, donc j'ai choisi la SMP comme médiateur de la conso. Donc je connais la tarification, mais mon interrogation va être maintenant de dire, bon, mais comment ça marche? J'ai fait toutes les informations, bon, comment finalement se met en place une médiation? J'ai un consommateur qui n'est pas un client qui est mécontent,
Donc finalement, concrètement, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, le professionnel, pour l'instant, il n'a rien à faire. C'est le consommateur qui doit agir. C'est seulement le consommateur qui peut saisir le médiateur de la consommation. Il est informé, c'est à lui d'agir. Exactement. Et il fait le choix ou pas de le faire. Mmh. Une fois que le consommateur a saisi en fait, le médiateur de la consommation, le médiateur de la consommation va devoir vérifier la recevabilité et l'éligibilité de la demande. L'éligibilité, ça paraît assez simple, hein, c'est de vérifier si c'est bien un consommateur particulier et si ça répond, si ce n'est pas une négociation directe, par exemple, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc l'éligibilité, c'est la première phase et elle est relativement simple. Après, il y a la recevabilité de la demande, qui là aussi est encadrée par la loi. Hein. Ceux qui sont intéressés par les articles, c'est l'article L6121-2. Là, si le consommateur ne justifie pas avoir contacté son professionnel ou le service après-vente, c'est-à-dire s'il n'a pas une preuve qu'il a fait part de son insatisfaction au professionnel, le consommateur ne peut pas mettre en œuvre la médiation. Et il va lui dire, la médiation n'est pas recevable, veuillez contacter ou prendre contact avec le professionnel de manière à enclencher la procédure que le professionnel a prévue. Mmh. Si la demande est manifestement infondée ou abusive, c'est là où il y a des possibilités d'interprétation importantes que le médiateur va devoir trancher. Donc là, c'est… Alors peut-être concrètement, au niveau de la SMP, tu reçois un certain nombre de demandes, de saisines. Oui. Tu pourrais peut-être nous donner quelques exemples? De demandes infondées? De demandes infondées. Alors, finalement, il n'y en a pas beaucoup. Ou irrecevables, d'une manière générale. Irrecevables, il y en a plusieurs. Et il y en a beaucoup, en fait, sur les… Pour l'instant, pour 2020, hein, on doit avoir 220 demandes de médiation. Et il y en a énormément qui ne sont pas recevables, tout simplement parce que ce sont des consommateurs qui nous demandent alors que nous ne couvrons pas l'entreprise demandée. C'est la solution la plus fréquente, la situation la plus fréquente de non-recevabilité de la demande de médiation. Mmh. Et après, ça arrive parfois, mais finalement, le consommateur a très bien compris qu'il devait contacter le professionnel avant. Mmh. C'est certainement d'ailleurs une logique qu'on a tous, c'est d'aller voir le professionnel quand on n'est pas content de ce qu'on a acheté. Donc ça, il le fait la plupart du temps et il y a très peu de non-recevabilité pour ce motif-là. Après, sur les demandes infondées ou abusives, j'avoue qu'on n'en a pas eu. Ce qu'on peut imaginer, c'est par exemple quelqu'un qui aurait acheté un produit, je prenais l'exemple avec les artisans, c'est un plâtrier qui a monté un mur, et le mur est tombé. Donc effectivement, il y a le coût de la réparation de son travail qui n'a pas été fait, mais imaginons qu'il y avait un chat qui passait à ce moment-là et que le chat est mort. Et que… C'est ce qui peut arriver. Ouais. Et le consommateur, du coup, parce qu'il y a un lien affectif, va demander un montant exorbitant par rapport au coût réel de la situation. Et c'est là-dessus où il peut y avoir une discussion, une exagération, et donc à vérifier. Et c'est là où le médiateur professionnel intervient et va permettre de revenir aux faits, aux conséquences qu'il y a eu pour la personne et à son ressenti, donc de le reconnaître, et de revenir peut-être à une demande qui serait plus en adéquation avec la réalité. Ou peut-être l'abus, ce serait peut-être une personne qui assez conservatrice, qui finalement râlerait que sa machine à laver qu'elle a achetée il y a plus de 30 ans ne fonctionne pas et fasse sa réclamation, par exemple. Par exemple. C'est assez ubuesque, mais bon, ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est pas encore rencontré, mais j'en garderai un digeste, je publierai peut-être plus tard. Donc là, on a commencé le cheminement et on a vérifié, le médiateur a vérifié que la demande était éligible et recevable. Dès que le médiateur reçoit la demande de médiation, il a 3 semaines pour faire cette réponse-là, tant aux professionnels qu'aux consommateurs. Et au bout de ces 3 semaines, donc, le professionnel a le temps aussi d'accepter ou de refuser la médiation. Partant sur la situation où le professionnel accepte la médiation, c'est à partir de l'acceptation de cette médiation que le médiateur va signifier que la médiation est mise en œuvre et il a 90 jours pour trouver une solution. En tout cas, pour permettre aux parties de trouver une solution.
Ce délai de 90 jours, il peut être reporté dans des situations où peut-être les problèmes d'agenda ou le Covid pourrait venir perturber le fonctionnement normal de l'entreprise, la disponibilité du consommateur et du médiateur aussi. Mais en temps normal, 90 jours, c'est déjà énorme pour régler peut-être un conflit, un litige. Qui somme toute est assez léger finalement, même s'il y a de forts affects. Souvent, c'est quand même des solutions qui sont facilement trouvées et trouvables par les parties elles-mêmes. En général, si je reprends un petit peu les chiffres qui sont pour 2020 actuels, pour la demande pour la recevabilité et l'éligibilité, en général, ça prend 2-3 jours, la réponse. Et pour qu'une médiation arrive à son terme, il faut quelques jours aussi. Donc au maximum, on va dire dans 15 jours, la solution est trouvée et les parties repartent avec un accord. Il se peut qu'elles sont toujours en désaccord. Qu'est-ce qu'il est possible peut-être de faire quand elles ne s'entendent pas? C'est peut-être… Là, c'est au médiateur en fait de proposer quelque chose. Un super pouvoir, quel médiateur, non? Alors oui, peut-être. C'est en tout cas comme ça, certainement, que les législateurs a prévu l'histoire. C'est-à-dire que là, le médiateur, il interviendrait, mais finalement, en proposant quelque chose, il ne serait plus dans ce que les médiateurs professionnels estiment que le rôle du médiateur est. On n'a pas à imposer de solution, on n'a pas à proposer de solution. Néanmoins, le législateur a encadré les choses comme ça, et donc le médiateur a l'obligation de faire une proposition d'accord si les parties n'en trouvent pas une elles-mêmes. C'est là où le médiateur professionnel peut-être va intervenir d'une manière un peu différente et au cours de ces entretiens individuels va faire émerger une solution pour en proposer une qui en fait ne serait que la traduction de ce que les parties ont dit, mais dit de manière différente pour que la proposition soit acceptable par les deux. Donc on ne serait pas sur un système d'autorité. Les médiateurs professionnels font et accompagnent les parties pour que justement elles trouvent librement leur solution, même si le médiateur professionnel insuffle quelque part, les aide à trouver cette solution. Mais en tout état de cause, c'est du 100% assuré au niveau du résultat, plus qu'un système d'autorité, parce que c'est une solution trouvée par les parties, et non pas qui leur est imposée. Malgré tout, le législateur a quand même prévu des délais, parce que quand le médiateur propose, il y a un délai de 15 jours pendant lequel les parties réfléchissent et doivent donner leur accord ou pas. Et si elles donnent leur accord, eh bien, la médiation est considérée comme close et les parties s'engagent à ne pas aller en justice. Il y a quand même une conséquence judiciaire et juridique à l'accord de médiation. Et si les parties ne sont pas d'accord, eh bien, elles sont libres de faire ce qu'elles souhaitent. Reprendre les discussions en direct, pourquoi pas. Repasser par une phase d'échange qui peut être plus ou moins longue. Le consommateur peut aussi contacter une association de consommateurs ou peut décider d'aller en justice aussi. Les deux parties restent libres de la façon dont ils vont accompagner leurs problématiques, même s'ils ne sont pas d'accord sur la proposition que le médiateur aurait pu faire. Ce qui laisse quand même de la liberté, même si la médiation n'a pas été concluante pour eux. Donc on voit toujours finalement le droit le droit en fait qu'il a avec une certaine rigidité, des textes à appliquer, de l'autorité qui s'impose puisque s'impose aux parties, et puis ce fameux principe de l'autonomie de la volonté des parties, et donc nous ce que l'on qualifie d'entente sociale, qui fait écho donc au contrat social. Et donc les libertés ou droits, c'est très d'actualité. Effectivement. Et donc, on retrouve même à travers donc, ce module de médiation de la consommation la même problématique. Et c'est là où le médiateur professionnel a un rôle important, c'est de rappeler cette liberté qu'il conserve malgré une procédure qui ressemble beaucoup quand même à une procédure judiciaire, même si ce n'est pas le cas, mais c'est quand même une procédure, leur rappeler qu'ils maintiennent une liberté décisionnelle et qu'on peut les accompagner pour arriver à une solution qui sera pérenne parce que choisie par elles. Tout à fait. Bon, là, on a fait le cas d'un accord ou d'un non-accord. Et dans les deux cas, en fait, la médiation est considérée comme close, donc les parties sont libres.
Alors, je ne sais pas, parce qu'on n'a pas le timing, en fait. Il est 11h15, on est en avance sur le programme. Énormément en avance, peut-être 30 minutes d'avance, me dit-on. On a une demi-heure largement pour répondre après à vos questions. Alors, ce qui peut se faire aussi, c'est que pendant que nous discutions, il y a peut-être des questions qui ont émergé sur le fil de discussion. Auxquelles on peut essayer de répondre, bien sûr. Auxquelles on peut essayer de répondre. Il y a Fabien qui était en train de regarder les questions. Mais déjà, moi, j'ai une question pour vous, c'est avez-vous un médiateur de la consommation? Alors, Fabien, tu avais peut-être des questions sur le fil de discussion? Et s'il n'y a pas d'échange? Sous réserve qu'il soit professionnel par rapport à ta question. Oui, Fabien. Il y a une question sur le processus d'accréditation par la CECMC. Ouais. Des médiateurs professionnels. La question est très particulière. D'accord. Donc, les médiateurs professionnels ont déjà suivi une formation en médiation. Donc, ils répondent à la première partie des obligations qu'ils ont vis-à-vis de la CECMC. Ils ont aussi l'obligation de suivre une sorte d'initiation au droit de la consommation. Et ça, c'est dans le cadre de la formation CAPMC. Ensuite, ils ont plusieurs possibilités. C'est soit de devenir médiateur de la consommation par eux-mêmes, c'est-à-dire suivre tout le processus de validation, ce n'est pas vraiment une accréditation en fait, avec le montage d'une société la plupart du temps. Et le montage financier, il faut qu'ils puissent aussi dire ce qu'ils vont mettre dans leur convention, c'est très encadré, et présenter le projet devant la commission, ce qui a été fait par la société médiation professionnelle, par exemple. Donc s'il y a des questions plus précises qui demandent un plus grand développement, on peut aussi le voir en post-symposium, évidemment, sur le workplace ou sur le site de la société médiation professionnelle. Peut-être était-ce la seule question qui émergeait du lot. La procédure est écrite. Alors, le fait qu'il y ait un encadrement de la loi du médiateur de la consommation ne vient pas dire comment le médiateur pratique la résolution du litige. Donc, c'est là où le médiateur professionnel a toute l'attitude de mettre en place ses outils, ses méthodes, ses processus, de manière à obtenir la résolution du litige sans pour autant que l'État vienne regarder comment on fait. Et puis, c'est vrai que peut-être au niveau de… c'est un peu lourd au départ parce qu'il y a des… je dirais, on nous impose donc un certain nombre de correspondances pour démarrer la médiation en tant que telle. Mais comme tu le dis, Jérôme, après, quand la médiation est lancée, les outils reprennent tout, je dirais, leur fonction, toute leur place. Et il est possible de les utiliser sans aucune difficulté. Tout comme d'ailleurs quand il y a une médiation judiciaire, où finalement le droit, le juge ne demande pas comment ça s'est passé à l'intérieur de la médiation, mais plutôt s'il y a eu un accord ou pas. Et là, ça va être exactement le cas. Est-ce qu'il y a eu un accord ou pas? Et c'est tout. Et rester sous l'égide de la confidentialité. Exactement. Ce qui permet au médiateur de garder sa posture d'indépendance, d'impartialité et de neutralité, même dans un contexte encadré juridiquement, et de garder la confidentialité des échanges, bien entendu. Peut-être d'autres questions? Oui. Combien de temps un médiateur pour traiter un dossier en fonction de la rémunération? Par exemple, le dossier qui est rémunéré 50 €, que fait le médiateur pour 50 €? Alors pour 50 €. La rentabilité de la médiation de la consommation. Voilà, alors c'est une question un peu plus vaste que ça, parce qu'effectivement, il y a une rémunération à l'acte pour la résolution. C'est 150 €, ce n'est pas 50 €, en tout cas pour la société médiation professionnelle. Et la résolution du litige, en fait, dans ce cadre-là et avec ce tarif-là, il est prévu 1 à 2 échanges par partie. Et c'est le seul tarif qui a été mis en œuvre jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'il est suffisant pour résoudre un litige de la consommation. Donc, ça va prendre, je ne sais pas, 1h30
peut-être 2 heures d'intervention pour le médiateur pour la résolution du litige. Alors, la question n'a pas été entendue. Effectivement, la question était de savoir, pour 150 € de résolution du litige, quel est le bénéfice pour le médiateur et le temps qu'il y passe. Le temps qu'il y passe, comme je l'ai dit, c'est 1h30, 2 heures. Peut-être d'autres questions encore. Alors, la différence entre le médiateur professionnel et le médiateur de la consommation, elle est ténue, en fait. Le médiateur de la consommation, c'est le terme générique retenu par la loi pour décrire l'intervention d'un médiateur dans le cadre de la consommation. Et le médiateur professionnel, lui, il est généraliste, donc il peut intervenir sur la consommation. Il peut être médiateur judiciaire, il peut être médiateur en entreprise, il est médiateur généraliste. Donc, la tentative de circonscription du médiateur à la consommation par le législateur n'a pas de prise sur le médiateur professionnel, puisqu'il est généraliste. La seule différence est en fait l'agrément CECMC qui le distingue. Voilà. J'ai un peu de mal avec agrément parce que ça paraît quelque chose d'important. C'est juste une validation en fait. Oui, validation d'un dossier, d'une inscription. Voilà. Une question sur les recours pour les consommateurs dans le cas où le professionnel refuse la médiation. Alors, le recours du consommateur quand le professionnel refuse la médiation, ce que le professionnel a le droit de faire, eh bien, ils sont les mêmes que s'il n'y avait pas de médiateur ou si la médiation avait abouti mais qui n'avait pas été satisfaisante, c'est-à-dire reprendre contact avec le professionnel, c'est une possibilité, aller voir une association de consommateurs, c'est une deuxième possibilité, ou aller en justice, c'est une troisième possibilité. Il y en a même une quatrième, c'est d'arrêter, en fait. Parce que peut-être que pour un panier à 30 €, le temps et l'investissement du consommateur sur la résolution du litige va être supérieur au coût en fait, de l'objet. Donc, tout est possible, tout reste possible pour le consommateur. En tout cas, c'est revenir dans le circuit classique. C'est ça. Qui est association de consommateurs s'il veut poursuivre ou poursuivre en justice tout seul. Et que s'il s'agit de 30 €, peut-être avec l'association des consommateurs, c'est se regrouper. Il y a des actions justement que le droit de la consommation permet pour que ces associations puissent justement prendre fait et cause pour des petits consommateurs, les grouper et faire une seule et même action collective. Ce qui a été le cas avec le développement photo dans les années 80. Oui, c'est ça. Une question sur la formation pour quelqu'un qui est avocat et médiateur professionnel. Quelle est la formation nécessaire pour devenir médiateur de la consommation? C'est la même que pour tout le monde. Là, la seule différence, c'est qu'il a besoin… Alors oui, pardon, je reprends la question. La question était de savoir, pour un médiateur professionnel avocat, quelle est la formation nécessaire pour devenir médiateur de la consommation? Eh bien, c'est la même formation. Il a à avoir le module en fait, d'initiation au droit de la consommation. Même si dans ses études, il a vu le droit de la consommation, le simple fait que la médiation de la consommation existe aujourd'hui vaut qu'il y a besoin d'une remise à niveau. Tout à fait. Du droit de la consommation. Et le fait qu'il soit médiateur professionnel, ça veut dire qu'il a déjà la formation de médiateur. Et donc, il va pouvoir, sur les 4 modules qui sont proposés, n'en faire que 2, c'est-à-dire médiation et droit, finalement, de la consommation, et puis la mise en pratique de la médiation de la consommation, qui sont les 2 modules qui sont nécessaires et suffisants pour intervenir en médiation de la consommation. Alors, il y a combien de temps ça prend a été la question pour devenir médiateur accrédité de la consommation. Il y a 2 questions à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a le temps de formation et puis le temps de validation par la CECMC. Le temps de formation, ça peut prendre 4 mois, puisqu'en fait, ce sont 4 modules de 2 jours. Et puis après, le temps d'être validé par la CECMC, ça peut prendre quelques mois, voire quelques années. Un temps certain. Et un certain temps. Encore une question? Il n'y a plus de questions? Alors, en tout cas, je vous remercie d'avoir posé ces questions qui viennent éclairer le propos. Ouais. Et puis, si vous avez des questions encore, vous pouvez contacter Edith, vous pouvez nous contacter et vous pouvez aller sur le site de la Société Médiation Professionnelle. Je vous rappelle l'adresse, c'est médiateur-consommation-smp.fr.
Et peut-être cet après-midi, vous aurez un peu plus de détails sur les prestations et les formations qui sont, donc possibles, proposées par le PMN. Voilà. Donc à cet après-midi. Merci Jérôme. À cet après-midi. Je te laisse, Edith.